Merci Sylvane, merci Blandine Calcio-Codino de m'associer à cette journée. Pourquoi ne pas le dire? Moi, je suis très heureux de revenir ici au Hub des territoires. On y est très très bien accueillis. Merci à l'équipe. On y est très sensible. Et puis, si je suis heureux d'être avec vous et de vous accompagner dans cette journée, c'est que il me semble que ça va, et ça a été dit, que ça va permettre de creuser encore un peu plus le sillon que nous avons inauguré l'année dernière en parlant du sol et de la gestion durable du foncier. Et je vois déjà des points communs, à commencer par la question de savoir comment visibiliser des enjeux relatifs à l'eau, notamment les mécanismes par lesquels on peut accéder aussi facilement et qu'évoquait Sylvane à travers son cas personnel, mais qui nous a tous parlé. Alors, l'intérêt aussi de cette journée, ça a été dit, c'est de croiser les regards, de croiser les expertises. Nous avons été avec Catherine Veglio, que je remercie au passage, qui m'a accompagné dans la préparation en amont. Nous avons été très frappés par l'extrême diversité des expertises. Pour autant, les questions qui nous réunissent aujourd'hui ne concernent pas que des experts, ils concernent tout à chacun. Tous les usagers ont quelque chose de pertinent à dire. D'où l'intérêt de cette journée qui, comme le séminaire précédent, va croiser des regards, démonstration avec la première table ronde à laquelle participe André Bernard, président de la Chambre régionale d'agriculture de Provence-Alpes-Côte d'Azur, que j'invite à me rejoindre ici sous vos applaudissements, parce que vous avez bien entendu. Il vient de la Provence, Alpes-Côte d'Azur, il a fait l'effort de venir jusqu'à nous. Venez, installez-vous ici. Vous utiliserez le micro le moment venu en actionnant, je vous le rappellerai. J'invite également Jean-Yves Robin, présent, je l'ai vu. Voilà, y compris sous vos applaudissements. Oh, Global Water Project Director, directeur à la direction sécurité et environnement du groupe Arkema. On connaît tout du groupe Arkema, mais vous allez nous rafraîchir un peu ce que recouvrent les activités de ce groupe industriel. Alors, Aurélie Collas devrait nous rejoindre. Ah, parfait! Ma réaction vient du fait que vous étiez, voilà... Voilà, très bien. Aurélie Collas, déléguée générale à la fédération professionnelle des entreprises de l'eau. Alors, qu'en est-il de... Vous voyez, on va s'ajuster au fil de l'eau. Je ne sais pas ce qu'il est de Monsieur Robin Salcroix. Est-il avec nous? Non, il sera avec nous en Zoom. On le connecte, oui, bien sûr. Alors, parfait. Et qui aura la lourde mission, lui, de représenter une collectivité, de parler, voilà. Ah, parfait, monsieur Salcroix. Bonjour à parfait. tous. Alors, grâce à la magie du virtuel et à l'équipe, vous allez être avec nous, vous être avec nous malgré la distance. Et puis Marie Lehoucq, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres, mais qui a tenu à être des nôtres à travers une vidéo que nous passerons le moment venu, où Marie Lehoucq, chef de bureau politique de l'eau, à la direction de l'eau et de la biodiversité au sein du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. C'était très important de l'avoir avec nous, ne serait-ce que pour qu'elle nous parle de ce plan eau qui a fait aussi l'actualité au mois de mars, lors de sa présentation par le président de la République en personne. On y reviendra donc sur ce plan eau, mais auparavant, mesdames, messieurs, ce que j'aimerais, c'est que vous avez tous en tête l'intitulé de notre table ronde, « Quelle vision pour un usage sobre de l'eau dans les territoires ». Et je crois qu'il faut toujours faire attention aux mots qu'on utilise. Et ce qui me retient mon attention, c'est le mot qui réfère à la sobriété. Et je crois que ce n'est pas anodin de poser les choses en termes de sobriété, parce que la sobriété, elle peut renvoyer à deux visions. Une vision qui fait le pari des nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité des modes d'extraction, de prélèvement et de consommation de l'eau, et une vision qui considère que non, il faut avant toute chose changer les comportements individuels et collectifs, voire même les modèles économiques qui sous-tendent nos activités. Et du coup,
au cours de ce premier tour de table, j'aimerais que vous nous disiez comment vous appréhendez cette sobriété, comment vous employez à œuvrer à plus de sobriété dans l'usage de l'eau, en commençant alors par vous, André Bernard, qui représentez à différents titres le monde agricole, je devrais dire les mondes agricoles, puisque voilà, je vois que vous opinez du chef, puisque vous êtes président de la Chambre régionale d'agriculture de Provence-Alpes-Côte d'Azur, je l'ai dit, et vous représentez également, vous êtes vice-président donc de l'instance qui représente l'ensemble des chambres d'agriculture. Je dis les agricultures, c'est peut-être un point sur lequel vous voudriez revenir, André Bernard. Alors, vous appuyez, voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation. Alors, effectivement, 2 mots sur les chambres d'agriculture en France, c'est quand même des établissements publics. On est élu au suffrage universel tous les 6 ans par l'ensemble des agriculteurs. On représente bien toutes les agricultures sur tous les territoires de France, et y compris les départements d'outre-mer. Nous sommes structurés d'un échelon départemental, l'échelon intermédiaire régional, et bien sûr le niveau national. On touche à toutes les thématiques de filière, toutes les thématiques de l'installation à la transmission, des problèmes liés à, et notamment celui de l'eau. Et celui de l'eau, nous représentons donc la profession agricole officiellement dans les instances agences de l'eau au niveau régional, interrégional, au Comité national de l'eau et au CACH pour ce qui concerne la gestion d'anticipation des suivis hydrographiques, avec certaines personnes dans la salle que je salue. Donc on a cette responsabilité. Et le monde agricole que je représente est très tributaire de la météo, parce que notre métier, c'est le premier métier le plus impacté par le changement climatique. Nous en sommes les premières victimes, et nous en avons une lourde responsabilité de faire évoluer nos pratiques pour essayer de moins impacter, tout en ayant la mission, notre première mission, c'est quand même de fournir l'alimentation de tout le monde, et souveraineté alimentaire qui est aujourd'hui fortement dégradée. Et permettez-moi, madame, de revenir sur votre propos tout à l'heure. Vous m'avez un peu heurté, parce qu'effectivement, nous consommons de l'eau. Mais si nous consommons de l'eau pour faire pousser du végétal, c'est pour vous servir de l'eau sous forme solide dans l'assiette. Parce que chaque consommateur consomme 2500 litres d'eau par jour dans son assiette en solide. Et c'est de l'eau qui a été transformée. Alors cette eau, elle tombe de façon pluviale, malheureusement plus aussi régulière que ce qu'on la connaissait par le passé. Je viens d'une région qui, historiquement, a toujours su piloter cette eau. Parce que les Romains nous ont laissé le pont du Gard, les papes nous ont laissé les canaux dans le Vaucluse, Adam de Crapaud on a fait l'Accro, Napoléon a fait les grands canaux, nos grands-pères et arrière-grands-pères ont fait Serre-Ponçon et le Verdon. Et aujourd'hui, si vous venez en vacances chez nous en Provence, c'est parce qu'il y a Serre-Ponçon et le Verdon. Les 2 tiers de la population de la région ne peut vivre chez nous que parce qu'il y a de l'eau qui a été stockée et transportée pour la rendre utile là où il faut, quand il faut. Et dans ce schéma-là, le monde agricole est un usager important. Oui, parce qu'effectivement, et notre région qui est la plus exposée au changement climatique est celle qui est la moins impactée, qui coûte le moins cher en termes de solidarité nationale par rapport aux arrêtés au problème de la sécheresse, le manque de production, puisque les 2 tiers, et là je parle d'un dossier sur lequel je suis au niveau national, les 2 tiers des indemnisations versées par le Fonds national de calamité agricole le sont pour la sécheresse, et les 2 tiers de ces 2 tiers le sont aux éleveurs qui ont passé de foin pour leurs animaux. Chez nous, le foin, on le produit et on l'exporte dans notre région, y compris en plein été, parce qu'on transporte l'eau de la Durance en gros. Voilà pour brosser un tableau très rapide. Alors, on pourra revenir sur la manière, les solutions par lesquelles vous réduisez cette consommation. Vous avez bien noté le distinguo à faire entre consommation d'eau et prélèvement d'eau. La consommation d'eau, c'est des usages d'eau qui ne reviennent pas forcément dans les milieux naturels. On pourra y revenir, mais auparavant, j'aimerais revenir sur ce que vous aviez souligné, c'est-à-dire vous êtes, vous avez évoqué l'héritage des Romains, et j'y ai vu une illustration de ce que nous disait Sylvane, c'est-à-dire que oui, on aura des solutions, on les abordera au cours de la journée, mais il y a aussi à composer avec le poids de l'imaginaire socio-technique. Et à vous entendre, vous nous disiez que vous composiez, vous étiez l'héritier d'usages qui remontent très loin dans le temps. Est-ce que ça vous aide dans la manière de parvenir à plus de sobriété dans la consommation d'eau ? Alors, ce poids de l'histoire ? En 3 mots, pour moi, l'eau, il faut que je puisse l'économiser. Parce que l'eau, de toute manière, elle m'a toujours coûté, que ce soit le canal, que ce soit les pompes, ou
tous les systèmes coûtent. Donc l'eau, chaque fois que je peux l'économiser, je l'économise. Donc on parle de sobriété, moi je parle d'économie. On parle de partage. Parce que l'eau, on doit la partager dans l'ensemble des usagers, que ce soit les industriels, les particuliers, les loisirs et autres, et les autres agriculteurs qui n'ont pas accès à l'eau, parce qu'à l'époque, on avait l'eau par des canaux gravitaires, donc on n'allait pas au-dessus de la ligne d'eau. Aujourd'hui, les techniques de pompage nous permettent de mener l'eau au-dessus de la ligne d'eau naturelle, qui sont les sols que nous devons exploiter, parce que ceux qui étaient desservis par l'eau sont devenus des zones artisanales, industrielles et les villes. Quand on prend le périmètre des cartes dans la région, dans le Vaucluse, les 3/4 du périmètre irrigué, il y a 50 ou 60 ans, sont devenus des zones artisanales, lotissements ou des routes. Et on mène l'agriculture sur des sols qui sont moins fertiles, plus exposés à la sécheresse et qui sont au-dessus de la ligne d'eau, et il faut pomper. Et par les techniques d'irrigation, et le dernier point, c'est la sécurité de l'eau, effectivement, et je vais finir mon propos là-dessus. Et je voudrais quand même, on a parlé tout à l'heure d'évolution. On a quelque chose près le même âge, madame. Moi, à 10 ans, j'étais dans les champs avec la pelle pour pousser l'eau, pour qu'elle arrive au bout. Parce que la plante qui n'avait pas d'eau, je savais que je ne récolterais pas grand-chose derrière. Et à l'époque, on consommait en gros 40 000 mètres cubes à l'hectare. Quand je me suis installé à l'âge de 18-19 ans, j'ai acheté des asperceurs et un enrouleur. Et là, je suis passé à 7 000 mètres cubes à l'hectare. Et je me suis affranchi d'un peu de la pente, mais j'avais le problème du vent et ça coûtait cher. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire en 82-83, j'ai déroulé du tuyau qui s'appelle le goutte à goutte. Et là, on est passé à 5 000 mètres cubes. Et aujourd'hui, par des techniques de pilotage, avec des sondes capacitives posées dans les champs, qui donnent sur le smartphone et qui déclenchent le programmateur d'irrigation, on peut descendre à 3000 mètres cubes à l'hectare. Voilà sur 50 ans de vie professionnelle, le chemin parcouru. De 40 000 à 3000 mètres cubes à l'hectare, seulement cette eau. Il me la faut impérativement quand la sonde va déclencher, que la plante me dit qu'elle a soif et que je lui apporte les quelques litres d'eau qu'il faut, il faut qu'il y ait l'eau dans le réseau. Sinon, c'est fini. Mes grands-pères ou mon père, même moi, on arrosait le canal, on avait l'eau 2 fois par semaine. Deux fois dans la semaine, on avait l'eau pendant quelques heures. Il fallait arroser le maximum de surface à ce moment-là, et puis c'était fini. Aujourd'hui, les programmateurs, et pour aller encore plus loin dans l'économie d'eau, l'étape supplémentaire, c'est celle que nous avons commencé à franchir, au-delà des pilotages automatisés, c'est la production sous système agrivoltaïque qui limite l'évapotranspiration et qui protège. Et là, on diminue encore. Voilà, donc les marges de progrès que nous avons franchies sont énormes, mais il y en a encore beaucoup et ça nécessite de la formation des utilisateurs, des moyens pour réaliser tout ça. Donc effectivement, oui, il y a et termine mon propos, sur l'agence de l'eau RMC, Rhône Méditerranée Corse, il y a un peu plus de 300 millions de mètres cubes qui ont été économisés. Dans les 300 millions qui ont été économisés, l'agriculture a plus de 200 millions, il compte pour plus de 200 millions. Donc oui, l'agriculture est capable mais il faut pouvoir mener l'eau de façon sécurisée, sous pression, pour faire du goutte à goutte, piloter de façon très pointue, pour arriver à relever le défi de la production alimentaire qui est aujourd'hui menacée. Et j'ai entendu l'autre soir une phrase qui m'a interpellé. Il y a quelqu'un qui a dit... L'autre soir, où dans une assemblée comme ça, entre nous, entre des responsables professionnels. Hein. C'est pas au webinaire. Non, mais dans une assemblée entre nous, des agriculteurs et des responsables professionnels, on s'inquiète tous de l'eau, mais on faut peut-être bien s'inquiéter de la nourriture. Parce qu'il y aura encore de l'eau sur la planète, mais si on continue comme ça, il n'y aura pas assez de nourriture. Voilà. Merci André Bernard, on pourrait rester encore avec vous, ne serait-ce que pour que vous nous expliquiez comment à l'échelle de votre exploitation, mais on y reviendra tout à l'heure, faisons pour un autre tour de table, sachant que j'aimerais aussi vous entendre sur comment vous appréhendez le risque d'exacerbation des conflits d'usage autour de l'eau, sachant qu'en l'état actuel des choses, malgré tous les progrès réalisés, la mobilisation du monde agricole, la filière agricole reste la première consommatrice d'eau. Je sentais bien que... Voilà, là, vous m'avez cherché, vous allez chercher, vous m'avez trouvé. Voilà. On va peut-être repréciser les choses. Alors, je n'ai pas amené mes ustensiles pour être très pédagogue, parce que d'habitude, je me prends avec une bouteille d'1 litre, un petit gobelet à café de 5 centilitres et un dé à coudre. Parce qu'un litre d'eau, c'est le volume d'eau qui tombe sur la France. Il peut un peu plus de 300 milliards de mètres cubes sur la France chaque année. Et le monde agricole en consomme 3 milliards, c'est-à-dire 1% par l'irrigation. 1%. Un dé à coudre. Alors effectivement, si j'attends que la bouteille soit sèche, c'est-à-dire à l'étiage, mon dé à coudre, ça se voit. Mais si mon dé à coudre, je l'ai mis dans un gobelet, et le gobelet, le stockage d'eau, Voie navigable de France, comme fondu, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Voie navigable de France ici,
c'est 5% du volume d'eau qui tombe sur la planète, sur la France. Si on double ce volume à 10% et que je donne 3 dés à coudre au monde agricole, oui, nous relèverons le défi de l'alimentation. Voilà ce qu'il faut faire. Et effectivement, nous sommes ici dans une instance qui parle d'avenir, de financement du territoire et tous ces trucs-là. Moi, je vous adresse à ceux qui sont en responsabilité. Regardons ce qu'ont fait les autres pays en utilisant des fonds européens, le FEDER. Allons chercher du FEDER pour sécuriser l'eau sur les territoires, pour qu'on puisse mener une véritable politique d'aménagement comme on l'a mené sur les routes, les aéroports, la fibre optique, les hôpitaux et autres. Depuis 50 ans, nous avons pris un retard considérable dans l'aménagement de ce territoire, sur la gestion de l'eau, pour la rendre utile là où il la faut, quand il la faut. Et il y a des fonds européens, et pour se servir des fonds européens, le levier du fonds européen, on va le générer avec l'IFER, qui est la taxe qui est prélevée sur le photovoltaïque et l'agrivoltaïsme. Donc en développant de l'agrivoltaïsme qui me permet de faire des économies d'eau et sécuriser la production à l'abri des événements climatiques extrêmes, je génère une taxe qui doit me servir de levier pour aller chercher des fonds européens que nous sommes contributeurs et qui ne reviennent pas en France. Voilà le message que je... Merci de me donner cette tribune, parce que je pense que le véritable chantier, il est là. Comment on va chercher les Espagnols, les Portugais, tout le monde est allé chercher des fonds européens pour mener une politique structurante de... Alors, peut-être avec des excès. L'Espagne est capable de stocker 50% de l'eau qui tombe. Nous sommes capables de stocker 4 à 5%. Il y a un delta. Merci d'avoir évoqué l'Europe. Bien sûr, on va s'y projeter. J'ose pas dire, parce que vous allez avoir le sentiment que je vous cherche encore, mais je vous donnerai pas de droit de réponse. Vous le ferez. C'est que cette métaphore du dé à coudre est très intéressante, mais à condition de garder à l'esprit que la situation reste, et on le verra tout au long de la journée, très variable d'un territoire à l'autre. Est-ce qu'il faut... Voilà, je vois que vous acquiescez. Poursuivons avec vous, sachant que vous allez réintervenir, Monsieur André Bernard, avec vous, Jean-Yves Robin, qui avait la lourde mission de représenter un autre pan du monde, économique, à savoir le monde industriel, à travers ce que vous faites au sein du groupe Arkema. Alors je l'ai dit, Arkema, bien sûr, ça sonne dans nos oreilles, mais vous êtes venu avec un premier visuel pour nous présenter rapidement les activités couvertes. Ah, parfait. Merci Mélissa de lancer la diapositive. Voilà, une première diapositive pour nous rappeler ce que recouvre le Arkema, un industriel de la chimie. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à participer à cette activité à fort enjeu pour notre avenir. Donc d'abord, juste pour me présenter, je travaille chez Arkema où je pilote un programme sur l'eau depuis 7 ans maintenant. Arkema, en 2 mots, c'est l'héritier des chimies de spécialité de Elf et de Total. Donc c'est actuellement 20 000 personnes, 150 usines dans le monde et environ 11 milliards de chiffre d'affaires. Notre répartition est très équilibrée dans le monde et on verra que c'est intéressant justement sous l'angle de l'eau parce que ça nous donne l'opportunité d'apprendre beaucoup de choses. Depuis 2016, Arkema a décidé de se lancer dans un programme d'amélioration de son utilisation de l'eau à travers toutes ses usines. Et un peu l'originalité de ce programme, c'est qu'on a eu d'emblée une approche très transverse, très systémique. On n'a pas regardé les choses simplement sous l'angle, voilà, on veut réduire le volume d'eau parce que c'est un souci d'environnement. Non, on l'a regardé à la fois sous l'angle d'une amélioration de la situation réglementaire, de conformité réglementaire, aussi et surtout sous l'angle d'une amélioration des performances opérationnelles de nos usines, que ce soit sous un angle très technique, de fiabilité, de performance, mais aussi sous un angle de performance économique, tout en étant dans une démarche de vraie amélioration de notre empreinte environnementale et en s'inscrivant dans une démarche de développement durable. Avec quels résultats alors? Et c'est ce qu'explique, me semble-t-il, ce visuel. Alors, avec des résultats qui commencent à être tangibles sur le volume d'eau utilisé, prélevé, pas forcément consommé. On a réduit d'environ 20% à ce jour à travers le monde, un peu plus que 20% en France, un peu moins dans d'autres pays. Qui évalue cette baisse ? C'est nous-mêmes par des mesures, par des bilans qu'on fait très régulièrement sur toutes nos usines, qui sont très généralement partagés et imposés par les administrations des pays.
Alors, c'est un exemple de mobilisation d'industriels qu'on peut pointer du doigt en supposant les prélèvements et le niveau de prélèvement et ou de consommation d'eau. Mais alors, la question, c'est qu'est-ce qu'il advient de ce type de programme, donc Optimo? Est-ce que vous le partagez jusqu'à y compris des concurrents, ne serait-ce que pour dans l'intérêt du bien commun? Absolument, on partage beaucoup. Quelque part, au moins dans la chimie européenne, Arkema a été un petit peu pionnier. De par ma propre expérience professionnelle, je me suis beaucoup inspiré de ce que j'ai vécu pendant de nombreuses années dans différents pays asiatiques, où généralement les usines sont beaucoup plus performantes qu'en Europe en termes d'efficacité hydrique. Et on le partage beaucoup, que ce soit à travers nos organisations professionnelles, donc dans notre cas France Chimie, que ce soit des organisations européennes, le CEFIC, hein, l'Organisation de la chimie européenne, ou des fois de manière très informelle. Cet après-midi, je vais vous quitter pour rencontrer mes homologues de Total, de Michelin, de Saint-Gobain, de Veolia, de un peu tous les grands noms de l'industrie française, où on essaye de partager nos approches sur l'utilisation améliorée de l'eau. Je profite de la présence d'un président de chambre d'agriculture pour savoir si, à l'échelle des territoires, vous travaillez de concert avec ce type d'usagers. Alors, très généralement, à l'échelle des territoires, bon, on a des contacts avec les parties prenantes qui sont autour de nous, mais très concrètement, pragmatiquement, c'est à travers l'administration que se fait cette optimisation, ce respect des besoins mutuels, et ces arbitrages pilotés, à mon avis, à juste titre par la puissance publique, ils traduisent le respect des besoins de l'agriculture, des besoins domestiques, des autres industriels. Et comme on l'a dit, les situations sont très, très, très hétérogènes et sont très spécifiques au niveau local. Il n'y a pas de règle générale. Parfait. On reviendra vers vous pour avoir votre point de vue sur le plan eau. Vous êtes venu avec quelques autres visuels qu'on montrera plus en réponse à d'éventuelles questions sur comment vous utilisez l'eau précisément. Oui, Si on revient un petit peu sur le slide précédent, ce sur quoi je veux insister, celui d'avant, c'est l'intégration des aspects économiques, si on veut faire progresser les choses. Et pour répondre à votre question initiale, le retour d'expérience qu'on a, c'est que c'est avant tout une question de modifier la culture de l'utilisation de l'eau, y compris la culture dans la manière dont on exploite les usines, la culture dans la manière dont on conçoit les usines pour améliorer cette efficacité hydrique. Expérimentalement, le goulot d'étranglement, il n'est pas tellement dans l'accès à des nouvelles technologies plus performantes. On les connaît, on les utilise dans d'autres usines dans le monde. Il s'agit avant tout de dupliquer ce qu'on sait bien faire ailleurs, de le faire aussi dans certaines usines françaises ou européennes. Et donc c'est ça l'essence du programme, en montrant que assez souvent ça peut aussi être totalement compatible avec une attractivité économique. Pour citer un chiffre qui me semble frappant, en moyenne, approvisionner un mètre cube d'eau dans une usine, ça coûte de l'ordre de 1 euro. L'utiliser en incluant le fait qu'il faut la traiter, il faut traiter les effluents avant de les rejeter, etc., ça coûte plutôt de l'ordre de 10 euros. Et ne pas en avoir parce qu'il y a des restrictions, on est dans une situation de sécheresse ou il y a des problèmes quelconques, ça coûte de l'ordre de 100 euros. Et donc, quand on analyse bien ces scénarios, finement, usine par usine, du coup, on arrive à trouver toutes sortes de projets qui ont une attractivité et qui font progresser le schmilblick sur l'eau. Merci. Poursuivons avec votre voisine Aurélie Colas, qui est la déléguée donc, générale de la Fédération des entreprises de l'eau, qui s'est prononcée suite à l'annonce du plan eau. Il y a eu un communiqué de presse où vous avez dit en quoi ce plan eau vous satisfaisait, modulo quelques réserves. On y reviendra tout à l'heure. Mais auparavant, peut-être, dites-nous en plus sur cette fédération des entreprises de l'eau qui donc réunit toutes les grandes entreprises et leurs filiales du secteur de l'eau. J'y vois spontanément dans la description qui en est faite une sorte de
lobby, sans que ce soit une injure, hein, mais un moyen pour les entreprises Veolia, Suez et autres, comment de se faire entendre auprès de l'administration, mais pas seulement. Je vous laisse le soin de nous en dire plus. Merci, bonjour. Merci beaucoup à l'IHEST, au Hub des Territoires, d'organiser cette rencontre sur la vision que l'on peut avoir, la vision partagée, j'espère qu'on aura à la fin de la journée, pour un usage sobre de l'eau dans les territoires. Et merci à Sylvain pour la préparation de cette rencontre et pour cette question. La Fédération des entreprises de l'eau, elle rassemble des entreprises, des groupes, Veolia, Suez, SOR, des ETI, Sogedo, CFO, qui aujourd'hui sont en charge des services publics d'eau et d'assainissement en France pour 60% des Français en ce qui concerne la production et la distribution de l'eau potable et pour 50% des Français en ce qui concerne les services d'assainissement, c'est-à-dire le traitement des eaux usées. Donc aujourd'hui, nos premiers partenaires, pour répondre à votre question, ce sont les collectivités locales. Ce sont les Français qui sont les consommateurs, les usagers finaux, dans tous les aspects de leur vie quotidienne. Je parle évidemment des usages domestiques, mais je parle aussi des usages économiques, donc les agriculteurs, les entreprises. Voilà, pour répondre à votre question. Je crois qu'au début de cette table ronde, voilà. Sylvain, vous nous avez posé la question de notre définition de la sobriété. Parfaitement, merci. Vous savez, je suis... Alors, je me dis que peut-être on peut se ranger derrière la définition toute simple qui est portée par le GIEC. Le 6e rapport du GIEC définit les politiques de sobriété comme un ensemble de mesures et de pratiques quotidiennes, j'insiste sur le quotidien, qui permettent d'éviter la demande d'énergie, de matériaux, de terre et d'eau, il n'y a pas que la ressource en eau, tout en assurant le bien-être humain pour tous, et ça passe aussi par l'activité économique, dans le cadre des limites planétaires. Donc ça nous dit un petit peu en creux ce que n'est pas la sobriété. La sobriété, ce n'est pas le rationnement pour le rationnement. La sobriété, c'est précisément une consommation plus modérée pour adapter les usages de volume disponible lorsque la ressource se raréfie. Donc il s'agit peut-être de rappeler qu'il ne s'agit pas de limiter l'eau de boisson, c'est un enjeu vital, c'est un enjeu de santé publique. Il faut être attentif également à l'enjeu d'hygiène, à l'enjeu de bien-être aussi. Hein. On sait que nager dans une piscine municipale, ça fait partie aussi du bien-être et c'est important. Il y a aussi des usages économiques qui sont importants, qui sont primordiaux. Vous parlez de souveraineté alimentaire. Oui, on ne peut pas être une nation qui porte l'enjeu de souveraineté alimentaire sans perdre de vue cet aspect-là. Donc je crois qu'il s'agit simplement de se demander quelles sont les conditions pour une consommation plus raisonnée. Alors, question que je me suis posée en réfléchissant à cette question plus générale, c'est pour qui ? Concrètement, la sobriété pour qui ? On a parlé tout à l'heure des différents usages. Il y a évidemment le consommateur final, mais pas seulement dans l'année, aussi quand il est en vacances, quand il se déplace. Il y a bien sûr les agriculteurs, il y a bien sûr les industriels, les acteurs du tourisme qui sont largement impactés par cette question de l'eau. Et puis, je dirais au premier chef, les services publics d'eau et d'assainissement qui aujourd'hui sont en charge précisément d'apporter ce service public, donc universel, 365 jours par an, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et nous sommes, nous, entreprises de l'eau, aux côtés des collectivités, depuis parfois plus d'un siècle et demi, pour apporter des réponses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un enjeu immédiat, une urgence, et on est là pour apporter des réponses à ces enjeux. Donc ça, c'est la question pour qui. La deuxième question que je me suis posée, c'est quand ? Quand est-ce qu'on se pose la question, en fait ? Alors, est-ce que c'est seulement aujourd'hui parce qu'il y a urgence ? Je pense qu'aujourd'hui, le débat, il est public, il est médiatique. Mais cette question, ce constat, il ne date pas d'hier. C'est ce que vous disiez très bien, monsieur. Préserver la ressource, c'est un enjeu global, un enjeu qui s'accélère, qui se dramatise. Enfin, j'allais dire, c'est en permanence. Et quand aussi, on peut se poser la question, parce que quand on fait la sensibilisation auprès des élus locaux, auprès des usagers finaux, on a parfois le sentiment que pour nos concitoyens, même pour les élus locaux, finalement, c'est une question saisonnière. Il y a un épisode aigu de sécheresse, donc il faut agir. Ce que nous dit le réchauffement climatique, ce que nous disent les différents rapports du GIEC, les constats que nous, professionnels, faisons sur le terrain, sur la qualité des sols dont vous avez parlé, monsieur, sur l'évaporation de l'eau, la qualité des terres n'est plus la même, eh bien ça, ce constat-là, il nous oblige à avoir, si vous voulez, une sorte de volonté partagée, pas seulement en période de crise, entre guillemets, aiguë, mais aussi, j'allais dire, au quotidien, parce qu'aujourd'hui, on est confronté à des sécheresses automnales, hivernales, printanières, etc. Et la dernière condition pour moi de réussite pour se saisir de cet enjeu de sobriété, je vous rejoins complètement sur le fait qu'il faut veiller
à ne pas opposer les usagers de l'eau. On est tous embarqués dans le même bateau, pardon pour l'expression, mais c'est vraiment très important de le rappeler. Et aujourd'hui, pour arriver à convaincre l'usager final, c'est-à-dire l'ensemble de nos concitoyens et l'ensemble des élus qui les représentent et qui portent ces politiques publiques, il est important de se poser la question de savoir est-ce que les Français sont prêts ? Est-ce que les Français sont prêts concrètement ? Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu un avant-après été 2022. C'est-à-dire concrètement, la différence, c'est que les Français ont fait globalement sur tout l'Hexagone l'expérience, on vit tous les choses de manière plus forte lorsqu'elles sont à proximité, lorsqu'elles sont vécues dans notre quotidien, dans nos modes de vie. On sait aujourd'hui que, selon les chiffres du Centre d'information sur l'eau, il y a 8 Français sur 10 qui pensent que le changement climatique a un effet sur la sécheresse. Ne prenons pas ça comme une évidence, il y a encore 10 ans, ce n'était pas le cas. Et également sur la qualité des ressources en eau. D'accord ? Il y a 7 Français sur 10 qui craignent de manquer d'eau dans leur région contre un tiers il y a 25 ans. Ce n'est pas simplement dans l'arc méditerranéen, c'est tout l'Hexagone qui est aujourd'hui concerné par cette appréhension, cette crainte, qui appelle donc des solutions à l'égard de la ressource en eau. Et il y a 9 Français sur 10 qui admettent qu'ils devront changer leur mode de vie pour adopter des habitudes de consommation plus sobres en eau. Je crois que ça répond à l'enjeu initial de on pose cette définition qui est la définition des experts du GIEC et on descend des experts du GIEC vers l'ensemble des acteurs qui travaillent collectivement sur l'eau jusqu'à nos concitoyens. Merci beaucoup Aurélie Colas. Je ne résiste pas à revenir à un point de votre biographie qui figure dans les documents où il est précisé que vous, avant de rejoindre la Fédération des entreprises de l'eau, vous avez eu une expérience au sein de l'Assemblée nationale, au sein d'un cabinet ministériel et d'une collectivité. Pourquoi je rappelle ça ? Parce que c'est pour vous inviter à nous préciser si ces expériences ne vous ont pas permis de parler la langue des autres, de bien comprendre la langue de vos interlocuteurs, et si ce n'est pas un enjeu face au risque d'exacerbation de ces conflits d'usage que j'évoquais. Alors, j'espère que le regard peut-être transversal que je peux avoir porté au cours de ma vie professionnelle est de nature à accompagner aujourd'hui les entreprises de l'eau. Je voudrais juste rappeler que dans nos entreprises, il y a 28 000 collaborateurs en France qui sont des champions de l'eau et de l'assainissement. Je me permets de le dire parce que vous pointez mon parcours et je vous en remercie. Mais je voudrais moi aussi pointer l'expertise de tous ces collaborateurs qui d'abord endossent la mission de service public, c'est-à-dire qu'il y a une disponibilité l'été dernier, il y a des acteurs de toute la France qui étaient peut-être en vacances mais qui étaient d'astreinte et qui se sont déplacés pour porter par exemple en Gironde, pour porter assistance aux équipes locales pour pouvoir pérenniser à la fois le service d'eau et l'assainissement, parce que quand il y a des incendies, eh bien, il y a un risque de rupture de l'approvisionnement en eau potable et des services d'assainissement. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que nos entreprises, elles investissent beaucoup dans la recherche. Donc aujourd'hui, on travaille avec l'ensemble des acteurs, et je crois que vous l'avez dit, puisque vous avez un rendez-vous cet après-midi avec l'un de nos acteurs. On essaie de travailler sur les solutions. On est du côté des solutions. Je ne sais pas si vous me laissez développer tout de suite, mais sinon j'y reviendrai. On est du côté des solutions. Soyez juste sobre dans l'explicitation. Est-ce que vous voulez que je réponde maintenant à la question des solutions qu'on apporte, ou est-ce que vous voulez que je réponde plus tard ? Quelques mots. Je vais essayer de suivre votre fil conducteur. Alors, en quoi les entreprises sont du côté des solutions, et notamment en quoi on essaie d'accompagner, d'ouvrir à des usages plus sobres de l'eau. Première approche, il s'agit d'agir sur la demande en eau. Alors, vous savez, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Il existe en France ce qu'on appelle le taux de rendement. C'est-à-dire qu'il y a la production d'eau potable d'un côté et puis il y a les canalisations qui permettent de délivrer l'eau potable au distributeur, à l'usager final. Et on sait aujourd'hui qu'en moyenne, sur le territoire français, il y a à peu près un taux de rendement de 80%. Ça veut dire qu'il y a 1 litre d'eau sur 5 qui est potabilisé mais qui n'arrive pas à l'usager final. L'idée de cette observation, pourquoi je dis ça ? Parce que la lutte contre les fuites, c'est aujourd'hui une aberration écologique et une aberration économique. Parce que cette eau, elle est produite, elle est potabilisée. Donc on accompagne aujourd'hui les collectivités locales qui nous font confiance, à la fois dans le diagnostic sur le renouvellement des réseaux, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'il faut prioriser pour que le 1 euro soit dépensé au bon endroit et au bon moment, parce que vous avez des canalisations qui peuvent être plus anciennes mais qui peuvent être plus performantes. On peut jouer aussi sur les débits, de manière à préserver les canalisations. On veille aussi à déployer des solutions de digitalisation, c'est-à-dire qu'on positionne des capteurs sur les réseaux pour permettre d'identifier quel est l'endroit où il faut agir et prévenir les fuites, intervenir en amont pour que ces fuites elles ne se déclenchent pas.
On a la possibilité aussi d'accompagner les collectivités qui le souhaitent en mettant en place ce qu'on appelle des compteurs intelligents, c'est-à-dire que les usagers, les Français, peuvent bénéficier de ces compteurs qui leur permettent de savoir, j'allais dire pas à l'instant T, pas tout à fait, mais qui leur permettent de savoir exactement quelle est leur consommation d'eau et notamment s'il y a une fuite sur leur réseau privé et donc d'éviter ces fuites et le cas échéant d'intervenir rapidement. On sait qu'il y a 40% des foyers français aujourd'hui qui en sont équipés et que les Français sont demandeurs de cette espèce d'état des lieux. On a eu d'autres outils dans le secteur de l'énergie. C'est un outil dans le secteur de l'eau qui peut être très pertinent. Et ça marche. Je vais vous dire, ce n'est pas simplement un indicateur. Le diagnostic, c'est important. L'important, c'est aussi d'apporter des réponses. Je vous donne un exemple. Par leur performance opérationnelle, par ces innovations, les entreprises de l'eau permettent d'économiser chaque année 60 millions de mètres cubes d'eau. Ça représente la production d'eau potable d'une ville de 800 000 habitants. Donc il y a un effet volume. C'est important, hein. Ce n'est pas uniquement de la technologie, c'est de la technologie au service d'un objectif qui est la performance des services publics. Nous accompagnons également les collectivités par la sensibilisation à la sobriété des usages, c'est-à-dire que concrètement, l'année dernière, par exemple, avant la grande sécheresse de 2022, les entreprises de l'eau ont fait un appel très global à la sobriété, en s'appuyant évidemment sur les relais de nos grandes entreprises, appel qui a été entendu par 40 millions de Français. Nous menons des actions de communication locale qui peuvent passer à la fois par du conseil, à la fois par, j'allais dire, un volet qu'on connaît un petit peu moins, mais qui peut être un volet social, faire appel à l'économie sociale et solidaire pour, par exemple, aider des familles qui peuvent être en difficulté à contacter un plombier social, par exemple. Et puis, de plus en plus de nos contrats, c'est important, intègrent la dimension de performance en matière de sobriété. C'est-à-dire, concrètement, vous devez nous aider à être plus performants en matière de préservation de la ressource en eau. Merci beaucoup. Ne cherchons pas l'exhaustivité. Vous nous en avez donné assez pour qu'on comprenne que tous les acteurs, et les deux autres intervenants l'ont illustré à leur façon, sont mobilisés pour trouver des solutions, mettre en œuvre des solutions. Mais la question qui se posera, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est comment éviter la redondance et faire que finalement il y ait une convergence, une mutualisation de ces différentes solutions. À ce stade, je retiens aussi qu'à vous entendre, on n'entre pas dans la question de la sobriété de l'eau de la même façon que dans la sobriété énergétique. C'est d'ailleurs un point que vous aviez souligné en amont. Je reviendrai vers vous parce que vous avez pris position, votre fédération, par rapport au plan climat. À ce stade, poursuivons notre tour de table avec donc Romain Salcroix qui est avec nous donc en direct de Nantes. Robin Salcroix, merci d'être avec nous. Vous êtes donc vice-président de Nantes Métropole, délégué à la politique de l'eau et de l'assainissement depuis quelques années, depuis 2020. Et vous êtes aussi membre de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. C'est dire si vous êtes extrêmement impliqué dans les problématiques relatives à l'eau. Et justement, dites-nous, comment vous envisagez-vous cette sobriété des usages de l'eau? Comment l'interpréterez-vous? Oui, bonjour à chacune et à chacun. Je vous remercie une fois encore pour l'invitation. Je suis au regret de ne pas pouvoir être physiquement avec vous, mais il me tenait de pouvoir tout de même participer à ce débat et justement cette approche plus qu'intéressante justement de croisement de regards. Je trouve que l'approche de l'entame du débat sur la question même de ce qu'est la sobriété est particulièrement pertinent. En effet, on l'a déjà évoqué en introduction, les impacts du changement climatique sur le cycle de l'eau sont majeurs. Cela entraîne à la fois des changements de volume et de régime de précipitation sur notre territoire comme à l'échelle globale, avec une forme de double peine qui nous oblige à agir, avec à la fois des sécheresses malheureusement plus importantes, plus durables. Nous connaissons des sécheresses évidemment estivales comme l'été dernier, mais aussi hivernales avec toutes les problématiques que cela comporte, que ce soit sur les recharges de nappes ou encore sur la baisse des débits de nos cours d'eau. Et puis aussi des phénomènes pluvieux plus intenses, avec sur nos territoires des phénomènes de ruissellement. Le monde agricole en est aussi victime, comme les zones plus urbaines dans le cadre de mes responsabilités comme à Nantes Métropole, avec les impacts sur les biens et les personnes.
C'est pour cela que nous sommes obligés d'agir et la question de la sobriété est centrale. Est-ce que l'on pense que la sobriété constitue à la mise en œuvre d'ajustements à la marge de pratiques que nous mettons en œuvre depuis maintenant des décennies, ou au contraire est plutôt, comme je le pense, rendant plutôt nécessaire une approche plus structurelle et plus systémique des changements à opérer, aussi bien sur la question évidemment de la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable, c'est le cœur de mon travail et de mes fonctions, mais aussi sur l'approche de la solidarité territoriale, de l'économie de la ressource, du modèle agricole, de la fabrique de la ville, de la tarification, des financements. Je pense que la période nous incite à avoir cette approche et cette démarche évidemment systémique et structurelle. Et je partage tout à fait les paroles du collègue tout à l'heure, notamment sur les enjeux agricoles. Je pense qu'il faut cesser d'avoir des approches manichéennes. La période est parfois peu propice à la nuance. Pour autant, je pense qu'il faut en faire preuve. Il faut faire preuve à la fois de nuance et de rationalité. En cela, et je suis bien placé pour en parler, je pense que vis-à-vis du monde agricole, nous ne pouvons plus accepter des exactions comme nous avons pu connaître en pays nantais il y a encore quelques jours, parce qu'il ne nous faut jamais opposer la question de la démarche d'économie de la ressource et la question éminemment stratégique de la souveraineté alimentaire. Moi, je n'accepte pas que dans ce pays, nous importions plus de 40 à 50% de nos fruits et légumes. Quand nous connaissons les défis de l'alimentation, notamment pour les familles populaires, les employés, les ouvriers de nos territoires, on ne peut pas opposer les agriculteurs, évidemment, avec les autres usagers. Et donc, il nous faut bien pouvoir avancer de manière rationnelle et nuancée. C'est le rôle, évidemment, aussi des politiques de pouvoir mettre de l'huile dans les rouages dans ce cadre-là et pas de l'huile sur le feu. Comme il nous faut avoir une approche nuancée d'ailleurs sur les questions, par exemple, du stockage de l'eau. Si nos aînés n'avaient pas construit, je pense, et je vous donne un exemple, les barrages en amont de la Loire, que sont Villeray et Naussac. L'été 2022, nous n'aurions plus eu d'eau en Loire, nous n'aurions pas pu continuer d'approvisionner nos habitants, nos agriculteurs, nos industries. Et donc, du coup, tout ça pour vous dire qu'il nous faut, à mon avis, essayer de desserrer l'étau parfois qui nous est tendu et le piège qui nous est tendu, un petit peu d'opposition des acteurs parce que chacune et chacun fait des efforts, notamment les professionnels dans le domaine. Donc cette approche systémique de la sobriété, c'est ce que nous défendons à Nantes Métropole, c'est ce que nous défendons aussi dans le cadre de ce réseau des collectivités dont j'ai la chance de pouvoir participer et d'être administrateur au niveau de la FNCCR. Pour vous donner deux exemples d'approches que je juge pour ma part systémiques et vertueuses et ne pas être trop long. Vous donner un exemple. Par exemple, depuis le début de ce mandat à Nantes Métropole, nous avons décidé de doubler les investissements qui sont dédiés à la politique publique de l'eau et de l'assainissement sur Nantes Métropole. Nous sommes passés de 200 millions d'euros dédiés sur le précédent mandat à 400 millions d'euros sur le mandat 2020-2026. Et à la clé, c'est des actions très concrètes. Et je rebondirai sur les propos de notre dernière intervenante qui évoquait un sujet majeur, qui est par exemple celui du renouvellement des réseaux. Lorsque nous mettons 400 millions d'euros sur la table, c'est évidemment de la réhabilitation d'ouvrages, c'est la question de l'intervention sur notre bâti, sur nos ouvrages stratégiques, mais c'est aussi évidemment la question du renouvellement de nos réseaux pour améliorer le rendement de ceux-ci. Cela a plusieurs vertus. Éviter évidemment de perdre des gouttes d'eau sur le chemin qui les amène jusqu'au robinet de nos concitoyens. Donc c'est à la fois bon pour l'environnement, c'est bon pour le porte-monnaie, parce qu'un service public qui est fiabilisé, c'est un service public qui est au bon coût in fine pour nos concitoyens. Et puis c'est aussi bon pour l'emploi, parce que derrière, ce sont des entreprises sur nos territoires qui interviennent justement pour faire ces travaux publics. Et puis une dernière approche et un dernier exemple très très court pour laisser la parole et laisser la place à la deuxième séquence, c'est la question aussi de l'adaptation nécessaire de nos services publics. Je vous évoquais la question de l'approche systémique. Dans ce cadre-là, ça ne concerne pas que le vice-président dans une métropole en charge de l'eau et de l'assainissement. Cela va concerner évidemment le vice-président en charge de l'urbanisme. C'est la question de la fabrique de la ville, c'est la question de la désimperméabilisation, c'est la question de la possibilité de ralentir justement
justement le cycle de l'eau sur nos territoires pour éviter, par exemple, les phénomènes de ruissellement ou d'inondation. C'est aussi l'adaptation de nos services publics liés, par exemple, aux espaces verts, concernant l'adaptation des essences que nous allons planter ou encore la récupération de nos eaux de pluie de toiture ou nos eaux grises. Tout ça pour vous dire que je suis convaincu que la période nous oblige à agir de concert avec l'ensemble des acteurs et à mettre dans le débat public de la raison, de la nuance et parfois un petit peu de distance, alors que tout peut être amené à s'emballer. Merci Robin Salcroix, on tenait vraiment à vous avoir avec nous parce que nous avions aussi besoin d'un représentant d'une collectivité et vous l'avez montré, qui a une approche, je reprends votre terme, une approche systémique, à se demander d'ailleurs si au sein des collectivités, la direction en charge de l'eau ne devrait pas être chapeauter l'ensemble des directions. Je vois que Aurélie Colas acquiesce. Alors je suis un peu préoccupé quand même parce que auparavant, avant de vous dire mon sujet de préoccupation, l'intérêt aussi de votre démarche, c'est d'intégrer aussi la question sociale en mettant une focale sur les ménages en situation de précarité et qui pourraient se trouver dans des situations encore plus dramatiques que la moyenne de la population. Alors pourquoi je suis préoccupé? Parce que si je vous entends bien, l'heure n'est absolument pas à la controverse entre vous et on pourrait penser que, vu le contexte, nous sommes plutôt tout concours à exacerber les controverses du fait d'une exacerbation des conflits d'usage, je l'ai dit. Mais peut-être que justement, vous avez intégré ce risque-là et concourrez justement à créer les conditions pour éviter cela, et c'était le sens de vos derniers propos. Alors on va voir ce qu'il en est suite à la présentation du plan eau, s'il suscite votre adhésion. Et pour cela, c'est vers Marie Lehoucq que nous nous tournons. Marie Lehoucq, qui représente ici le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Elle ne pouvait pas être avec nous, mais elle nous a quand même consacré du temps pour nous présenter ce plan eau à travers un jeu de questions-réponses avec d'ailleurs Catherine Veglio, dont vous pourrez entendre la voix. C'est elle qui lui pose les questions. Voilà, je pense qu'on peut lancer la vidéo qui fait entre 8 et 9 minutes. Sobriété des usages de l'eau, avec notamment un objectif de baisse des prélèvements d'eau douce de 10% dans tous les secteurs d'ici 2030. Quels sont les principaux leviers pour y parvenir? Oui, je vous remercie pour cette question. Effectivement, la sobriété, c'est un impératif collectif, étant donné la situation des ressources en eau, mais également les projections hydroclimatiques. Autrement dit, la question de l'accès à l'eau et de son partage se pose dans des proportions qui sont inédites jusque-là. Donc en matière de sobriété, vous l'avez rappelé, le plan eau se fixe un objectif de réduction des prélèvements de moins 10% d'ici 2030 qui concerne tous les usages. Cette trajectoire doit être déclinée au niveau des bassins hydrographiques d'ici septembre, notamment dans les plans d'adaptation au changement climatique des bassins. Donc cette trajectoire de moins 10% doit également être sectorisée par usage. Et elle a vocation ensuite à être déclinée au plus près des territoires via les schémas d'aménagement et de gestion des eaux et également dans les PTGE. En termes de leviers, je dirais que tous les leviers doivent être mobilisés et que c'est un ensemble d'actions à conduire, chacun à son échelle et chacun doit prendre sa part. Donc le plan eau fixe un certain nombre de leviers, fixe un certain nombre d'actions. Donc, on a notamment une mobilisation des filières économiques, et je dirais que c'est une des nouveautés par rapport aux assises de l'eau, avec vraiment l'idée que chacune des filières puisse se projeter dans des actions de réduction des consommations ou de recherche de ressources un peu alternatives. Et donc cette mobilisation se fait notamment par le biais des contrats stratégiques de filières. Le plan eau prévoit également un ciblage et un accompagnement particulier des 50 industries à fort potentiel de réduction dans les zones en tension. On a une action qui concerne le monde agricole, donc qui avait déjà engagé des feuilles de route d'adaptation au changement climatique lors des travaux du Varenne agricole de l'eau et du changement climatique. Donc l'établissement puis la mise en œuvre de ces feuilles de route se poursuit. Et donc le plan eau prévoit un accompagnement spécifique à hauteur de 50 millions d'euros
pour soutenir les pratiques économes en eau et engager une transition vers des pratiques plus économes. La sobriété, c'est également viser la réduction des consommations d'eau potable. Donc, on a des actions qui visent à lutter contre les fuites d'eau avec des montants financiers dédiés, mais c'est aussi la réduction de tout à chacun. Et donc, on a notamment mis en lumière l'idée d'aller valoriser les bonnes pratiques pour les économies d'eau. Donc, ça fait le lien avec le club de bonnes pratiques qui est animé par la FNCCR, qui permet ces partages d'expériences et qui valorise les meilleures initiatives via des trophées. Le changement de comportement nécessite des actions de sensibilisation et de communication. Et donc, j'espère que vous avez aussi entendu les premiers spots radio diffusés sur les antennes grand public qui promeuvent les éco-gestes envers les différentes catégories d'usagers. Vous avez insisté donc sur la réduction des consommations d'eau, sur les sources alternatives, mais comme on le sait tous, quantité et qualité de l'eau sont liées. Et quelles sont dans ce plan les actions prévues pour préserver et restaurer la qualité de l'eau qui est affectée par les pollutions diffuses? Oui, alors, en matière de qualité, le plan eau se positionne sur les deux aspects. Donc, le premier aspect va plutôt concerner la restauration du cycle de l'eau, puisque le cycle de l'eau a été largement affecté par les activités humaines. On a cherché à accélérer le cycle de l'eau, à drainer les parcelles, à rectifier les cours d'eau. Et le changement climatique perturbe encore davantage ce cycle de l'eau. Et donc aujourd'hui, il nous faut restaurer ce cycle de l'eau en faisant avec la nature. Et c'est vraiment le déploiement des solutions fondées sur la nature qui doit être massifié et vraiment déployé à beaucoup plus grande échelle afin de ralentir les écoulements, atténuer les crues, infiltrer et stocker l'eau dans les sols et soutenir les étiages. Donc ça passe par des actions de désimperméabilisation des sols. Donc on a les 100 millions du fonds vert qui sont dédiés à cette action. Et le plan eau vise également la restauration des zones humides via des fonds dédiés à hauteur de 50 millions d'euros. Ça passera également par la mise en œuvre de projets d'ampleur de mise en œuvre de solutions fondées sur la nature dans les bassins hydrographiques. Donc ça, c'est vraiment des solutions qui sont dites sans regret dans la mesure où elles participent également au cadre de vie, au refroidissement des villes, à l'attractivité des territoires, etc. À côté de ça, vous l'avez mentionné, on a une pression importante qui s'exerce sur la qualité des eaux qui est due aux pollutions agricoles. Et donc pollution diffuse, nitrates et pesticides. Le plan eau comporte des actions donc en matière de protection des captages, qui est une préoccupation majeure pour nos concitoyens, avec différents leviers, à la fois à l'échelle européenne pour aller porter les ambitions françaises en matière de santé et environnement dans les négociations européennes, mais au plus près des territoires, et surtout au plus près des territoires, pour mettre en place les PGSSE, pour que le préfet active les dispositifs de ZSCE, donc zones soumises à contraintes environnementales, sur les aires d'alimentation de captage lorsqu'on connaît des dépassements de normes pour des pesticides qui sont autorisés. Ça, c'est deux grandes mesures du plan eau. Et le plan eau prévoit également de mettre des moyens en fait, supplémentaires en faveur de la transition agroécologique sur les aires d'alimentation de captage via les paiements pour services environnementaux et les mesures agro-environnementales et climatiques. À côté de ça, le plan eau vise également à apporter l'ambition d'installer des agriculteurs dans les aires d'alimentation de captage qui pratiquent déjà l'agroécologie. Et cette ambition trouvera sa concrétisation dans le projet de loi pour l'orientation et l'avenir agricole. Évoquer certains moyens alloués pour des actions précises, mais on voit que les organisations des collectivités locales mettent l'accent sur un manque de moyens pour mettre en œuvre ces ambitions et notamment pour renouveler les réseaux. Est-ce que finalement le financement de la politique de l'eau devrait évoluer ? Pouvez-vous nous rappeler aussi quels sont les moyens finalement mis en œuvre pour atteindre les ambitions que vous avez évoquées? Oui, donc les actions du plan eau, au total, c'est 475 millions d'euros par an
de moyens d'intervention des agences de l'eau. Donc c'est une hausse qui est inédite, qui est très conséquente. Ça revient à une augmentation d'à peu près un quart des moyens d'intervention des agences de l'eau. Donc c'est vraiment à hauteur des enjeux. Cette hausse, elle va se traduire à la fois au niveau national dans la réforme des redevances et ensuite elle sera déclinée dans chaque bassin au moment où il faudra voter les taux de ces redevances. Et donc ces moyens vont être pleinement effectifs au moment du 12e programme des agences de l'eau. À côté de ça, effectivement, pour répondre aux besoins des collectivités, c'est la Banque des territoires qui va renouveler et revoir le dispositif d'Aquaprêt qui permet aux collectivités de pouvoir emprunter à des conditions avantageuses et sur le long terme pour les soutenir justement dans ces efforts de renouvellement et d'investissement dans le patrimoine, notamment eau et assainissement. Et donc, on a une complémentarité des deux dispositifs, sachant que les moyens supplémentaires des agences de l'eau visent également le petit cycle de l'eau. Eh bien, merci pour cette contribution. À ce stade de la matinée, nous devrions échanger avec le public, mais nous allons quand même prendre le temps d'un rapide tour de table, quitte à ce que, mesdames, messieurs, vous explicitiez encore les choses à travers des réponses aux questions. Alors, je vous ai vu comment vous agitez, monsieur André Bernard. Le plan eau concerne 53 mesures, ça a été rappelé, donc beaucoup vous concernent directement le volet agricole. Je vous ai vu prendre des notes, acquiescer et à d'autres moments sembler irrité. En 2 mots, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de propos qui sont très intéressants et je pense que le monde agricole, je tiens quand même à le rappeler, finance ses propres travaux de recherche et d'expérimentation parce que nous contribuons sur le chiffre d'affaires à un fonds qui s'appelle le CASDAR qui a généré 142 millions l'année dernière, mais l'État ne nous autorise plus depuis 3 ans à utiliser que 125 millions, alors que nous avons démontré qu'il y a des grands besoins de travaux de recherche, d'expérimentation et de développement. Et cette année, les prévisions que nous avons, on va générer 150 millions. Donc on va avoir 25 millions qui ne sont pas affectés aujourd'hui. Et nous voudrions bien pouvoir les utiliser pour mener tous les travaux que nous devons mener sur l'adaptation au changement climatique, qui est sur plusieurs sujets, quoi. Il y a l'amélioration des pratiques dans le sol. Effectivement, il y a des techniques aujourd'hui qui sont en train d'être déployées, qui sont les travaux simplifiés du sol, plus de labour, le sol couvert le maximum de temps dans l'année, qui sont en train de se mettre en place aussi bien en interculture dans les cultures annuelles, les grandes cultures céréales et autres, et aussi en arboriculture et en viticulture, dans les couverts végétaux, entre les rampes, pour capter le maximum de carbone d'abord, de retenir l'eau, de produire de la biomasse qui peut être exportée pour aller à terme dans les méthaniseurs ou qui est réinjectée dans le sol suivant les sols. Ça, c'est une pratique. Après, j'ai évoqué tout à l'heure toutes les techniques d'irrigation sophistiquées pour permettre que quand on est obligé de recourir à l'irrigation, et là, au passage, je tiens quand même à rappeler qu'en France, nous sommes à 7% de la surface agricole qui est potentiellement irrigable, quand au niveau mondial, on est à 14%. Mais excusez-moi, mais en quoi le plan eau vous accompagne, permet d'approfondir? Je vais y arriver. Effectivement, on a parlé d'une augmentation significative des budgets des agences pour pouvoir mener des travaux, conforter ces travaux-là, mener une politique d'aménagement structurant pour avoir l'eau quand il faut, là où il faut, à la dose qu'il faut. Sur l'aspect, j'ai effectivement réagi quand on parle des phytos, parce qu'effectivement, c'est très facile de parler de la problématique des phytos par l'agriculture. Mais moi, sur le Rhône, chez moi, les 2 principales pollutions, je m'excuse, c'est les PCB, et je m'excuse, tous ensemble, c'est les résidus de médicaments. Ce n'est pas les produits phyto-agricoles. Donc effectivement, on a quand même un véritable chantier à relever. Si on veut aller à la réutilisation des eaux usées qui sortent des stations, madame, il va falloir que l'on soit capable de traiter les résidus de médicaments, parce que je ne me vois pas prendre l'eau d'une station d'épuration pour aller arroser une salade que je vais vous faire manger demain. Donc il y a un véritable... Et il faut que ça reste à un coût supportable. Donc il y a énormément de chantiers à mener. Le monde agricole que je représente, je l'ai dit tout à l'heure, on est engagé dans cette course folle par rapport au changement climatique pour pouvoir relever le défi, parce que quand vous regardez toutes les productions agricoles françaises, depuis une 10-15 ans,
on assiste à une baisse de rendement à l'hectare sur toutes les filières. Que ce soit les céréales, les grandes cultures, les légumes. On a parlé, le monsieur de Nantes, là, monsieur Salcroix a bien dit, effectivement, et merci pour vos propos, sur le fait qu'on importe aujourd'hui en France plus d'un légume sur deux qu'on consomme, qu'on pourrait produire chez nous. Pourquoi on ne le produit plus? Parce qu'effectivement, on a un problème de coût, on a un problème de contraintes administratives et de diminution de capacité d'outils de protection des cultures, alors que nos collègues espagnols, polonais, portugais, et que les Européens... Vous êtes clair là-dessus, vous l'avez déjà évoqué, mais est-ce que le plan eau permet de lever des freins dans le plan eau, le président a dit qu'il fallait diminuer de 10%, et ça a été rappelé tout à l'heure. Moi, je m'inscris tout à fait d'accord de diminuer de 10% l'usage à la parcelle, mais je ne peux pas m'inscrire de 10% de moins d'eau pour l'agriculture demain. Parce que je vous dis tout à l'heure que j'ai un dé à coudre, il m'en faut 3 demain pour relever le défi. Donc je ne pourrais pas baisser la consommation globale de l'agriculture. Il a parlé de barrages, il faudra qu'on ait une véritable politique d'aménagement. Si ce qui s'est passé en Italie il y a 3 semaines, avec les inondations, avec les morts et les pertes de culture, chez nous ça ne s'est pas passé, parce qu'il y a Cerro-Ponçon. Cerro-Ponçon est capable de réguler la Durance en cas de grosse crue, de garder l'eau. Et vous pouvez venir en vacances cette année à Cerro-Ponçon ou dans le Verdon. Ils sont pleins, vous pouvez faire du pédalo à la planche à voile, il y a de l'eau. Et nous, agriculteurs, on pourra arroser. Parce que dans Cerro-Ponçon et le Verdon, nous avons 10% du volume d'eau stocké qui est à destination de l'agriculture. Ces 10%, si j'améliore l'efficacité de mes réseaux d'irrigation et de mes distributions d'eau à la parcelle, je suis capable de relever le défi. Mais là, il y a quand même un point par rapport à la faune et à la flore, c'est que quand j'avais mes canaux gravitaires qui circulaient, j'avais des grenouilles, des crapauds, des lézards et tout ce que vous voudrez, des moustiques, et les oiseaux pouvaient boire. Mais aujourd'hui, que j'enterre mon tuyau de goutte à goutte dans le sol, il n'y a plus rien. Donc nous sommes obligés, à certains endroits, de provoquer des fuites ou de laisser des fuites pour que les insectes et les oiseaux puissent boire. Sinon, il n'y a plus rien. Et moi, quand je me promène un peu, ça m'arrive quand même de temps en temps, quand je passe sur un territoire où il n'y a pas de retenue d'eau, où c'est très sec l'été, il n'y a pas grand-chose et il fait chaud. Par contre, dès que je vais autour d'un plan d'eau, je trouve de la vie, des oiseaux, des insectes, des animaux et des gens qui se baignent ou qui prennent la planche à voile. Donc là aussi, cette eau que nous avons la chance en France d'être un des pays qui reçoit pas mal d'eau. On a une véritable, je m'insiste revenir là-dessus, un véritable besoin impérieux de mener une véritable politique d'aménagement pour savoir stocker cette eau, la sécuriser et la rendre nécessaire là où il faut, que ce soit pour l'industrie, pour les usages urbains domestiques, il n'y a pas de souci. L'agriculture a besoin d'une part. Elle représente, je le rappelle, 1% de ce qui tombe sur l'agriculture, c'est 1% l'eau de l'irrigation. Je pense qu'avec 2 dés à coudre dans une bouteille, on ne mettra pas le pays en miserie. Merci pour cette piqûre de rappel. Le plan eau, en somme, n'a d'intérêt que s'il s'inscrit dans une politique encore plus globale, avec un volet d'aménagement du territoire, de préservation de la biodiversité. Merci pour cela. Poursuivons avec vous, Aurélie Colas. Je l'ai dit, votre fédération a pris position par rapport à ce plan eau, en se montrant assez enthousiaste, on peut le dire, mais modulo ce rappel, c'est que au fond, l'État, à travers ce plan eau, a donné une impulsion, mais il ne faudrait pas oublier que la politique de l'eau, c'est une politique territoriale. Je vous laisse le soin de préciser. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne le plan eau, effectivement, je rappelle d'abord qu'il était très attendu, que le diagnostic il avait déjà été posé dans le cadre des assises de l'eau et du Varenne agricole de l'eau, et qu'un certain nombre de solutions étaient déjà sur la table. Effectivement, ce que nous avons pointé du doigt, c'est que si la compétence reste territoriale, il manquait quand même une impulsion, on va dire une impulsion politique, pour accélérer sur la mise en œuvre des solutions, et je dirais à la fois relever le défi à temps, dans une bonne temporalité, et au bon niveau. Alors, j'ai pris note de ce que disait Marie-Lou concernant les volumes budgétaires qui étaient déployés. Je rappelle, donc, elle a mentionné les 475 millions d'euros. Je rappelle que la filière française de l'eau est évaluée à peu près à 3 milliards d'euros par an pendant 5 ans, soit 15 milliards au total. Le besoin d'investissement supplémentaire nécessaire pour adapter les services publics d'eau et d'assainissement au changement climatique, ce qui inclut à la fois le renouvellement des réseaux, la mise aux normes des stations d'épuration, la mise en place d'interconnexions, la lutte contre les micropolluants et également le développement des capacités de valorisation énergétique des stations d'épuration. On a parlé tout à l'heure du biométhane. Donc, je dirais qu'il faut regarder ce plan eau
à la lumière des besoins d'investissement supplémentaires des collectivités. Je rappelle qu'en France, il y a des collectivités locales qui ont pris le lead très tôt sur ces enjeux-là. On écoutait tout à l'heure la métropole de Nantes. Vous avez aussi beaucoup de collectivités isolées qui n'ont pas forcément aujourd'hui, y compris en termes d'accompagnement, de conseils, d'AMO, etc., les moyens de mettre en œuvre ces politiques. Je rappelle également qu'il y a 2000 communes l'été dernier qui ont été soit sur le point d'être en rupture d'alimentation d'eau, soit l'ont été. Donc je crois qu'il faut être du côté des collectivités locales, et je vois de nombreux partenaires ici qui ne me contrediront pas sur ce point. Il y a un deuxième axe qui est quand même très important dans le plan eau et qui nous semble évidemment à valoriser, c'est l'axe fort sur la réutilisation des eaux usées traitées. On sait qu'en France, on est à moins de 1%. C'est une technologie qui a été prouvée, pour laquelle on a des retours d'expérience, par exemple en Espagne où c'est 14% et en Italie où c'est 8%. On sait qu'il y a plusieurs usages qui peuvent être envisagés. On parlait de l'agriculture, mais il n'y a pas que l'agriculture. Il y a aussi le nettoyage de la voirie, le nettoyage des bus urbains. Il y a divers usages qui peuvent être envisagés, avec évidemment l'idée derrière que quand le président de la République annonce un objectif de 10%, nous on sait que c'est possible, c'est-à-dire qu'on est en capacité d'accompagner les collectivités porteuses de projets qui souhaitent le faire, mais c'est pas une solution miracle partout. Je voudrais insister là-dessus parce qu'on a parlé des solutions, plein de solutions d'ailleurs, et la palette est large, mais il n'y a pas la solution miracle pour un territoire. La solution, elle est adaptée aux spécificités hydrologiques, géologiques, démographiques, économiques du territoire aussi, quand il y a un fort besoin en eau. À votre avis, pourquoi sommes-nous au hub des territoires? Mais justement, c'est pour ça que je suis très heureuse de cette invitation qui nous permet de partager avec les acteurs du territoire, mais aussi avec les financeurs qui peuvent accompagner ces projets. Donc voilà, je voudrais rappeler que sur la réutilisation des eaux usées traitées, la France est plutôt en situation de rattraper, je dirais pas un retard, mais il y a un besoin. On est en capacité du coup de diversifier l'offre d'eau, puisqu'on a parlé de la demande. Là, on est bien sur la question de l'offre avec le recyclage. Et je voudrais insister également sur le fait qu'il y a un réel effet volume. Je trouve que c'est important de le dire. Si on atteint l'objectif de 10% de réutilisation des eaux usées traitées, c'est à peu près 500 millions de mètres cubes d'eau, et ça représente 15 à 20% des besoins en agriculture. Donc on peut être en appoint, on peut accompagner sur des solutions qui sont évidemment adaptées aux spécificités du territoire. C'est particulièrement une solution qui est pertinente en zone littorale. Merci pour ce partage qui semble nous dire qu'il faut en quelque sorte faire feu de tout bois, si je puis dire, envisager toutes sortes de démarches, etc., tout en gardant à l'esprit la nécessité d'une approche globale, comme suggéré par Monsieur Bernard. Tournons-nous de nouveau vers Robin Salcroix pour avoir donc le point de vue, le témoignage d'une collectivité, la métropole de Nantes, qui, on le devine, a été néanmoins impliquée dans la gestation, l'élaboration du plan. Vous ne l'avez pas découvert. Alors, je ne sais pas comment interpréter votre sourire. Vous aussi, oui, bien sûr. Oui, associé à différents niveaux, on pourrait toujours l'être plus avec l'État, mais en tout cas, ce plan eau a le mérite d'exister et de venir souligner que justement cette prise de conscience autour de la ressource en eau est prise au bon niveau. Pour autant, il ne faudrait pas que le plan eau présenté par le président Emmanuel Macron se transforme en plan com seulement. Et là-dessus, cela pose la question de l'adéquation réelle entre les ambitions affichées et les moyens que nous mettons en face. Quand j'entends les représentants du gouvernement et du président nous expliquer que les 500 millions d'euros, 475 millions d'euros injectés vont permettre d'activer un effet levier avec 6 milliards d'euros derrière qui vont se décliner, au niveau de mes responsabilités métropolitaines comme au niveau de notre réseau de collectivités, nous sommes plus que circonspects. C'est-à-dire que chez nous, lorsque nous faisons un budget et que nous mettons 100 millions, ça fait 100 millions, ça ne fait pas 200 millions, ça ne fait pas 2 milliards après. Je pense que les agriculteurs qui sont aussi chefs d'exploitation ont conscience de leurs modèles économiques. Et donc, nous sommes un petit peu dubitatifs face aux effets leviers et aux grandes annonces et la réalité derrière de leur mise en œuvre. D'autant plus que nos collectivités, qui sont des investisseurs majeurs dans ces politiques publiques, sont impactés de toutes parts par de nombreuses autres crises.
Je pense notamment à la crise énergétique. Vous le savez, nos services publics de l'eau et de l'assainissement sont des gros consommateurs d'énergie. Et dans le domaine, nos collectivités n'ont pas du tout été protégées. Contrairement à nos concitoyens qui, pour ma part, je le juge, ne l'ont pas été assez, les particuliers. Mais au moins, il y a eu le mérite d'avoir des limitations de hausse, par exemple, de factures d'électricité. Ce qui n'a pas du tout été le cas pour les grandes collectivités. Et donc, vous imaginez bien les conséquences que cela peut avoir derrière sur nos budgets de fonctionnement comme d'investissement. Nous sommes aussi impactés par un certain nombre de mesures décidées au niveau de l'État, notamment de hausse de traitement des fonctionnaires. Et c'est tant mieux, c'était nécessaire et mérité. Pour autant, nous n'avons aucune compensation en face. Et donc, vous voyez, nous accumulons des dépenses en plus sans avoir forcément les recettes en plus. D'autant plus dans un modèle français qui, à mon sens, est plus que vertueux, mais menacé. Celui du modèle de l'eau paye l'eau. C'est-à-dire que ce sont bien nos concitoyens, à travers leurs factures, l'ensemble des acteurs de l'eau, qui contribuent du coup au financement de ce service public. Service public qui, là aussi, et système qui a été menacé et attaqué sur ces dernières années. C'est-à-dire que nous avions, au niveau des agences de l'eau, donc qui sont nourries au niveau budgétaire par les factures d'eau et donc par les redevances, nous avons connu pendant des années des ponctions sur les budgets des agences de l'eau pour aller nourrir d'autres politiques publiques, qui étaient néanmoins très importantes. Mais donc, vous le voyez, les politiques publiques et les décisions politiques ne peuvent que très peu se satisfaire des à-coups, des avant, des arrières, des coups de frein et des accélérateurs. Et donc ça, c'est un point d'attention pour nous entre les ambitions et l'adéquation avec les moyens. Et puis, j'ai quelques autres petits points d'alerte. C'est pour ça que j'aurais préféré pouvoir débattre en direct avec la personne en charge au ministère qui vient d'évoquer quelques sujets. Juste peut-être, si vous me le permettez, 2 exemples sur ce plan haut et les limites qu'il peut y avoir. La question de la politique tarifaire. On a entendu Monsieur le Président de la République nous présenter la tarification progressive de l'eau comme étant la solution magique pour à la fois préserver la ressource et avoir une tarification des plus justes. Là aussi, je dis attention aux solutions simplistes. Lorsque les solutions simples dans le domaine de l'eau sont présentées, souvent c'est que ce sont des mauvaises solutions quand c'est trop simple. La tarification progressive de l'eau, je l'ai par exemple écartée sur le territoire métropolitain parce qu'elle aurait engendré d'une manière très concrète des effets de seuil, ce qui aurait fait que d'un point de vue très terre à terre, aurait fait qu'une famille populaire nombreuse vivant 7 jours sur 7 et 24 heures sur notre territoire, 24 heures sur 24 sur notre territoire, aurait payé son mètre cube d'eau plus cher qu'une personne retraitée qui vit la moitié de l'année, par exemple, en Espagne ou au Portugal, et je n'ai rien contre l'Espagne ou le Portugal. Mais vous voyez bien qu'il y a parfois, dans les belles annonces, des choses trappes qui se cachent, et donc on doit être très attentif et rappeler que la tarification de l'eau est bien fixée par les élus locaux, qui, eux, sont soumis au suffrage universel et au vote des électeurs tous les 6 ans. Et puis pour terminer sur la question de la reuse de l'eau, je dis là aussi, attention, attention. Il faut avoir une approche nuancée. Ça peut parfois être utile. Nous le mettons en œuvre, par exemple, sur certains équipements à l'échelle métropolitaine. Mais l'eau est parfois utile que nous renvoyons de nos stations d'épuration pour soutenir le débit des milieux. Et donc, notamment en période de faible étiage, en période estivale, ce que nous rejetons en termes d'effluents traités, cela permet de soutenir les débits de nos cours d'eau, et notamment de la Loire en période estivale. Loire qui est la source de notre approvisionnement en eau potable, et pas que au niveau de Nantes et Nantes Métropole. Donc vous le voyez, plein de choses positives dans ce plan. Encore faudra-t-il que cela se mette en musique de manière adéquate. Oui, je retiens cette idée forte, comment penser la politique de l'eau en articulation avec les autres politiques publiques pour éviter des effets de neutralisation, etc. Ce que j'avais retenu aussi de nos échanges en amont, c'est votre alerte sur le fait que le plan eau ne préjuge en rien des décisions des préfets, qui restent, qui ont encore un rôle très important à jouer à travers les arrêtés. Vous pourrez nous en dire plus tout à l'heure. Terminons ce deuxième tour de table donc, avec vous, Monsieur Robin. Peut-être pour reformuler la question, vous nous avez présenté le programme Optimo. Dans quelle mesure le plan eau vous amènerait à l'amender, à le réviser, en quoi voilà.
Alors, ce plan eau, il est bienvenu parce que, bien évidemment, il exprime une volonté de progrès dans laquelle on était déjà. Donc, pour le regarder de manière un petit peu égoïste, ils mettent dans ma com interne vis-à-vis de mes directeurs d'usine français, en quelque sorte. Mais de manière plus importante, je crois que le truc saillant pour ce qui nous concerne, c'est l'emphase sur la réutilisation. Je peux partager une expérience personnelle. Des eaux usées dont parlait Aurélie Collas. Voilà, c'est ça, la réutilisation des eaux traitées municipales pour l'essentiel. Il y a 25 ans, j'étais en charge de construire et d'exploiter une usine à Singapour. À Singapour, à cette époque, 100% de l'eau industrielle utilisée par les usines, y compris la mienne, était de l'eau municipale retraitée. Et c'était déjà dans les mœurs et ça marche très très bien. Donc ce point-là, il avait déjà été un peu ouvert l'an dernier avec des décrets qui facilitaient un petit peu ces possibilités. On a pris l'initiative d'identifier parmi nos usines, lesquelles sont proches d'une station municipale, auquel cas il y aurait une espèce de synergie possible. Mais au-delà de ça, ce sont que des cas d'espèces très limités. Je crois que ce qui est très important pour pouvoir le matérialiser, c'est que des acteurs de l'eau, publics ou parapublics ou privés, s'engagent pour mettre en place des réseaux. Ce n'est pas simplement un consommateur, même s'il est un peu gros dans une usine, qui va pouvoir faire la démarche de construire un réseau à travers de domaines publics. Il faut fédérer un peu ça, les sources d'eau réutilisables possibles et les consommateurs possibles. Et ce, d'autant plus que pour ce qui nous concerne dans la chimie, l'eau potable, ça ne représente qu'à peine 1% de notre consommation d'eau. L'essentiel des usages sont des usages industriels, relativement peu exigeants en termes de qualité. Et à ce titre, ils sont les premiers demandeurs ou les premiers bénéficiaires possibles de cette réutilisation. Et on ne demande que ça, mais il y a besoin de l'aide d'un acteur. Pour le reste, pour ce qui est de la baisse, comme on l'a dit, on y est déjà. Juste, on parlait tout à l'heure de PACA, une de nos grosses usines dans la vallée de la Durance, ces 5 dernières années, elle a baissé de 50% son usage de l'eau. Donc, bon, c'est bien, ça accompagne, mais on y est déjà. J'ai noté, avant de prendre les questions de la salle, que j'avais évoqué les eaux usées et vous vous êtes bien gardé de reprendre le mot usé parce que, en fait, vous nous invitez à réfléchir aux mots et que vous considérez que parler d'eau usée, même traitée, ça peut être une source de blocage dans la valorisation de ces eaux. Là, c'était en écho à une discussion qu'on a eue en amont. Est-ce qu'il y a des questions, des témoignages, des réfutations, des démentis, des demandes de précision? On va alors passer directement à la deuxième question, voilà, qui vient. Madame, n'hésitez pas à vous présenter. Bonjour, Julie Essen, Société Alliance. On travaille dans la géopolitique de l'eau à destination des collectivités locales, donc essentiellement aujourd'hui en Seine-et-Marne, donc un territoire qui est d'une grande ruralité, avec des composantes agricoles importantes, puisque l'agriculture est un sujet sur notre territoire, un enjeu. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit par rapport à la problématique des rendements des réseaux d'eau potable aux collectivités qui sont isolées et qui ont eu des ruptures en eau. Je partage avec vous le diagnostic que vous avez fait sur les entreprises qui accompagnent les collectivités et tous les outils qui sont mis en place. J'ai une question que je répète régulièrement pour essayer d'avoir une réponse. Aujourd'hui, les enjeux sur la sécurisation de la ressource en eau et l'alimentation de la population se portent sur la ruralité. Pour une question toute simple, c'est que certes, il y a tout un tas d'outils qui permettent de rendre les réseaux plus efficients. On a une problématique dans la ruralité, c'est qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens. C'est-à-dire que le mécanisme de financement des réseaux d'eau, du service d'eau, est basé sur une assiette de consommation, d'accord ? Une assiette de consommation avec des linéaires qui sont démultipliés par rapport au monde urbain, avec moins d'abonnés. Donc j'ai nécessairement, intrinsèquement, moins d'argent pour entretenir un patrimoine dont j'ai hérité et sur les mécanismes de financement que je ne peux pas aujourd'hui renouveler. Avec une contrainte majeure, c'est que je dois aujourd'hui engager mon territoire à être plus sobre
Et donc, je devais avoir encore moins d'argent pour renouveler mon réseau d'eau. Et on le voit bien aujourd'hui, non mais c'est kafkaïen ce constat, donc on le partage. On voit bien aujourd'hui dans la problématique que quelles sont les communes qui sont impactées par les problèmes d'alimentation d'eau? C'est les communes rurales. Pourquoi c'est les communes rurales? Elles sont pointées du doigt parce qu'elles ne renouvellaient pas leur réseau. Mais pourquoi elles ne renouvellent pas leur réseau? Parce que nous, en Seine-et-Marne, aujourd'hui, le prix de l'eau, il est à 10 € du mètre cube par foyer. 10 € du mètre cube par foyer, sur des populations qui sont... Pratiquement le double de la moyenne. Plus du double de la moyenne, exactement. Sur des populations qui sont déjà, je dirais, assez sinistrées par rapport aux services publics, etc. Donc je ferai vite. Du coup, ma question, elle est celle-là. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des moyens financiers. Il y a des moyens, il y a des outils, notamment au travers des agences de l'eau, pour financer le renouvellement des réseaux d'eau potable. Il y a, j'en profite, on est à la Banque des Territoires, il y a de l'argent, mais le renouvellement des réseaux par le traitement de la dette, donc par l'emprunt, est une partie de la solution, mais ne peut pas suffire. Et on a besoin d'aide, on a besoin de subventions. Et donc, du coup, comment peut-on avoir des subventions pour la ruralité afin de nous aider à renouveler les réseaux et sécuriser la population? Très bien. Merci. On prendra la question parce que manifestement, elle va dans le même sens. Donc, ce que je sais, c'est que vous resterez avec nous à la table ronde suivante qui traitera précisément de cette question, me semble-t-il. Alors, je note, avant de prendre la question, que vous avez parlé de géopolitique. Donc, ce n'est pas anodin de parler de la situation locale en termes géopolitiques. C'est bien qu'il y a des situations de crise, de conflictualité. Monsieur, la question, j'ai fait l'hypothèse qu'elle allait dans le même sens. C'est presque Régistène, donc FNCCR, c'est presque plus une réponse ou un avis sur la question. D'abord, il y a des services ruraux qui fonctionnent extrêmement bien. Et il ne faut pas le négliger. Non, mais je veux dire, et qui financent et qui trouvent les moyens financiers pour entretenir leurs ouvrages, les réaliser. Si on prend les 170 collectivités en déroute l'été dernier, c'est essentiellement des toutes petites communes qui ont un prix de l'eau qui est inférieur à 1 € et qui ont refusé tous les transferts de compétences. Et si on prend les services ruraux qui sont à la hauteur des enjeux, eh ben, il se trouve que c'est tous des syndicats, puisque ça ne peut pas être des communautés d'agglos, puisqu'elles reposent sur un secteur urbain très dense, ou des secteurs ruraux qui sont liés à des grandes collectivités. On a parlé, Robin, de la métropole de Nantes, ça peut être Nice, ça peut être d'autres. Et donc, c'est quand même aussi un problème de capacité de maîtrise d'ouvrage. Et quand on est trop petit, eh ben, on n'a aucune ingénierie, on n'a même pas une ingénierie qui permet d'aller identifier quelle serait la question à poser à un bureau d'études ou à une entreprise. Et donc, il y a quand même en préalable aussi cette question-là. Très bien. Il y avait, je crois, une autre question. On est bien dans l'esprit du hub. Le public pose une question et c'est le public qui répond. C'est parfait. C'est bon. Alors, oui, monsieur. Et ensuite, on reviendra vers nos intervenants. Oui, Jean-Christophe Engevansang, HEC 2008. On parlait du plan eau de l'État. Il y a deux types de plans. Il y a des plans qui sont par anticipation. Il y a des plans qui sont faits par constat. Moi, je pense que les bons plans, c'est ceux qui sont faits par anticipation et pas les plans qui sont faits par constat. Et le constat, c'est un C, et il y a aussi C, communication. Voilà. Département des Deux-Sèvres, les agriculteurs veulent faire 2 super bassins. Il y a des partis politiques qui font des manifestations pour faire une ZAD, pour empêcher de faire 2 super bassins, pour pouvoir faire de l'agriculture. Voilà. C'est un élément très clair, et ça, c'est du concret sur le sujet. Donc, tant qu'on est dans cet état d'esprit, sans parler de l'incapacité de faire face à la rénovation de notre réseau, donc aujourd'hui, on intègre une perte permanente. Et juste pour finir, il y a 2 jours, 30 hectares de forêt ont brûlé dans les Vosges. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait des tests dans le lac de Gérardmer pour faire ce qui ne se faisait pas. C'est une réalité. Et donc, c'est un constat par manque d'anticipation. Merci. Merci pour ces autres éléments. Ah oui, Rosa.
Oui, bonjour, Rosa Issola, membre du conseil scientifique de l'IHEST. Ma question s'adresse à Monsieur André Bernard, dont j'ai beaucoup apprécié l'intervention, et j'aurais 2 questions à vous poser. La première, quels sont vos espaces de dialogue finalement avec les décideurs politiques pour faire remonter toutes les problématiques que vous nous avez exposées? Et comme j'ai été longtemps professeur dans une école d'agronomie d'ingénieurs, je voudrais savoir, est-ce que vous avez des espaces de transmission de l'expérience du terrain? Parce qu'il n'y a pas que la formation académique, mais il y a aussi tout ce retour d'expérience pour la formation. Il y a un grand problème de formation des générations à venir. Est-ce que vous avez des espaces d'échange avec les grandes écoles d'agro? Merci. Allez, une toute dernière question de, je crois, reconnaître Monsieur Fabrice Mazzoni. Est-ce bien le cas? Voilà, très bien, qu'on entendra tout à l'heure. Il nous parlera de Dunkerque, du Dunkerquois. Monsieur. Oui, voilà, Fabrice Mazzoni, syndicat de l'eau du Dunkerquois. Très rapidement, je voulais rebondir sur les propos de Monsieur Salecroix, dont je rejoins l'essentiel. Simplement pour préciser que concernant la tarification progressive de l'eau, c'est un outil. C'est un outil parmi d'autres, évidemment. Je n'entrerai pas trop dans les détails, qui doit être adapté au territoire, évidemment. Mais c'est un outil qui doit s'accompagner, qui peut s'accompagner d'éléments qui permettraient d'intégrer un volet social et la prise en compte de la dimension des foyers. Ça existe, c'est ce qu'on a pu faire, et effectivement, on a pu parler de l'expérience dunkerquoise sur ce sujet il y a 10 ans de retour d'expérience, et ça marche. Il y a quelques conditions, dont une, c'est évidemment la disponibilité de la donnée fournie par un certain nombre de structures, CPAM, services fiscaux, caisse d'allocation familiale, etc. C'est majeur, mais c'est un outil qui existe, qui fait ses preuves. Simplement, il faut qu'il soit adapté et qu'il soit bien dimensionné. Ce dont vous allez nous parler aussi tout à l'heure, peut-être. Alors, on a plutôt un volet sur le secteur industriel, mais j'y reviendrai bien volontiers, sans souci. Parfait. Alors, si je résume, il y a au moins les doubles questions qui vous sont explicitement adressées, Monsieur Bernard. Mais gardons aussi la question sur la ruralité. J'aimerais avoir l'avis de Robin Salecroix, mais également Commando Aurélie Colas. Alors, peut-être la question sur les espaces de négociation. Oui, c'est peut-être l'occasion de dire un très rapide mot sur ces schémas que sont les SAGE, les SDAGE, et qui sont en principe l'occasion de réunir l'ensemble des parties prenantes sur un territoire donné. Oui, merci pour la question. Alors effectivement, il y a les SAGE et les SDAGE, toutes ces réunions-là, dans lequel le monde agricole n'est pas assez représenté. Et les chambres d'agriculture qui représentent officiellement l'ensemble du monde agricole se retrouvent avec une voix, alors qu'il y a 40 associations environnementales à côté. Donc je pense qu'il y a un équilibre à remettre. Idem dans les comités de bassin. Moi, il y a quelques années, quand je suis arrivé à l'agence de l'eau à Lyon, on était 8 représentants du monde agricole. Mes collègues qui y sont aujourd'hui ne sont plus que 5. Donc effectivement, la voix du monde agricole, qui est souvent citée comme étant le responsable de beaucoup de maux dans ce pays, n'a pas la capacité de s'exprimer. Arrêt sur image, ça, ce que vous dites là, c'est factuel. Oui, c'est factuel, mais ça concerne les SDAGE et les SAGE de vos territoires, ou vous le généralisez partout. C'est généralisé partout. Et puis, je veux dire, on le prend au cash, on voit bien combien on est d'agriculteurs, on le voit au CNE combien on est d'agriculteurs. On n'est pas assez représenté et on n'est pas assez écouté. Voilà, parce que je pense que le monde agricole, il est un peu lourd, excusez-moi, par moment, mais quand il parle de choses vraies, la plupart du temps. Après, nous avons quand même aujourd'hui, grâce à l'instauration des PTGE, plans de territoire gestion de l'eau, des instances de dialogue et de débat. Et personnellement, je porte un projet de mise en irrigation sur le Nord Vaucluse de Sud-Drôme. On a commencé il y a 20 ans. Il y a 20 ans que je dialogue avec FNE. Et localement, je n'ai pas de problème avec FNE. Le projet est accepté. Mais il y a 20 ans qu'on dialogue. Et parce que quand on met des personnes qui sont, je dirais, intéressées par le problème local, et que c'est bien les locaux qui discutent, on peut y arriver. Monsieur Ketela fait allusion à des actes de vandalisme exécrables qui sont conduits dans certaines régions en France, mais ils ne sont pas produits par les locaux. Ils sont produits par des gens qui viennent se balader pour faire une ZAD et foutre le bazar sur un territoire. C'est pas eux qui payent les dégâts derrière. C'est les locaux qui vont payer.
Donc je pense qu'il faut quand même aussi qu'on redonne la juste valeur par rapport au poids que nous représentons sur l'enjeu économique et social et sécurisation de la sécurité alimentaire de ce pays, et que effectivement le monde agricole qui est engagé, je veux dire, quand on voit les économies, les changements de pratiques, les économies qui ont été faites et le défi que nous devons relever pour être au rendez-vous de la souveraineté alimentaire et énergétique, parce qu'on doit aussi coupler les deux, ben, on a besoin d'espace de dialogue. Alors, nous organisons des journées d'information à destination de l'agriculture, des agriculteurs. Il y a en ce moment les culturales pour les grandes cultures qui se tiennent à quelques kilomètres d'ici. Nous allons avoir ce week-end les journées nationales de l'agriculture où nous ouvrons nos fermes pour faire visiter. Je reçois 2 députés et un sénateur samedi matin sur la ferme chez moi pour leur montrer ce qu'on a fait par la serre agrivoltaïque, les économies d'eau, entre autres, pas que ça, que j'ai pu réaliser. Mais ça prend un temps colossal. Et si je suis là aujourd'hui, merci de m'avoir invité. C'est bien le rôle des chambres d'agriculture d'être le porte-parole de la représentation officielle du monde agricole, toute obédience confondue. Je ne suis pas là que pour une casquette, ni avec une vision très prenante. Je suis là pour parler au nom de tous les agriculteurs. Ma préoccupation, elle est pour les éleveurs qui se font croquer leurs moutons par le loup, par mes éleveurs qui n'ont pas assez de foin pour nourrir leurs animaux, par mes producteurs de fruits et légumes qui n'ont plus les produits pour protéger leur culture, par mes céréaliers qui sont attaqués sur d'autres... Voilà, donc c'est toutes les filières qui sont concernées. Alors, il y a des avancées, on en a fait, on veut en faire encore. Et si j'ai un appel à lancer, un cri du cœur, c'est la carotte plutôt que le bâton. Sachons reconnaître ceux qui sont engagés dans des démarches vertueuses, et on l'a fait à travers le crédit d'impôt pour le bio et pour ceux qui ne sont pas au glyphosate. Sachons reconnaître par des mécanismes fiscaux simples ceux qui agissent, plutôt que d'envoyer des contrôleurs qui vont sanctionner ceux qui commettent des infractions. Et entendre des acteurs comme vous, manifestement, qui êtes dans des nœuds, pour ne pas dire des hubs, de problématiques tous plus contradictoires les unes que les autres. Les toutes dernières minutes dont on dispose encore, j'aimerais pouvoir les consacrer à Robin Sallecroix, mais Aurélie Colas et Monsieur Robin pourront intervenir sur le sujet, sur la question de la ruralité. Vous représentez, Monsieur Sallecroix, une métropole. Comment vous intégrez les disparités entre les territoires densément peuplés, urbains, et les territoires plus ruraux? En quelques petites secondes. Oui, très rapidement. Tout d'abord, j'ai conscience de ne pas vivre la même réalité dans une agglomération de 650 000, voire plus habitants, et effectivement dans ces petites communes. Et donc la question du juste financement des investissements nécessaires à la fois pour préserver l'environnement et le porte-monnaie de nos concitoyens se pose pas de la même manière, avec la même acuité en fonction des territoires concernés. D'où la question et d'où le sujet en zone rurale d'une approche globale là aussi. Cela pose la question évidemment de la péréquation des financements, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut assumer, et c'est aussi le rôle d'un outil comme l'Agence de l'eau, que les territoires qui ont plus puissent contribuer évidemment à soutenir les territoires qui ont moins. Donc ça, c'est la question de la péréquation financière qui est un outil qui ne veut pas dire d'appliquer partout et tout le temps les mêmes solutions quand la problématique est différente, mais par contre d'aider ceux qui ont moins face justement à une problématique qui nous concerne tous, et notamment quand les capacités financières de ces mêmes territoires ne sont pas les mêmes. La question que évoquait tout à l'heure Monsieur Ten de la taille critique pour affronter les investissements de demain. Effectivement, cela incite à atteindre ce que j'estime être une taille critique, notamment à l'échelle de syndicats ou d'intercommunalités, sur ces compétences clés qui nécessitent à la fois des moyens financiers, mais aussi de l'ingénierie humaine. Et donc, quand on est dans une petite commune de 5000 habitants, c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes moyens que lorsque l'on est regroupé. Et donc, cela incite, à mon sens, sur ces politiques publiques, à faire des rapprochements pertinents et utiles. Et puis après, aussi se dire les choses. Est-ce qu'il est normal que dans certains territoires, on ait de l'eau à 1 euro le mètre cube? Moi, je ne pense pas. Je pense que toute chose a un prix, toute chose a un coût, et nos concitoyens peuvent entendre et peuvent accepter justement une hausse du prix de l'eau quand il est à ce niveau que moi je juge beaucoup trop bas. Quand on regarde le poids
du prix de l'eau dans le budget des ménages en règle générale, il est quand même très faible dans notre pays. Donc il faut que là où on a de la marge de manœuvre, il faut qu'on puisse l'assumer. Et tout cela doit s'accompagner d'amortisseurs sociaux, notamment pour les populations les plus fragiles. On évoquait les enjeux de la tarification progressive. On a aussi des dispositifs de tarification sociale que nous déployons dans nos territoires, dans les communes membres de la FNCCR. À Nantes Métropole, nous avons une forme de bouclier social qui garantit à chacune et chacun de nos habitants et de nos usagers de ne pas consacrer plus de 3% de leur budget au paiement de leur facture d'eau. Tout cela dans le cadre évidemment d'une consommation raisonnée. Et cela se construit avec des partenariats, notamment avec les organismes sociaux comme la CAF par exemple. Donc voilà, il faut tenir ces bouts-là sur ces sujets et avoir là aussi une approche systémique. Je vous propose, merci Monsieur Salcroix, je vous propose de nous en tenir là, non pas que nous ayons épuisé le sujet, mais quelque chose me dire qu'on va pouvoir le poursuivre à travers la table ronde suivante. Mais avant de présenter mes autres intervenants, tout d'abord merci à vous, merci Aurélie Colas, merci Jean-Yves Robin, merci Monsieur André Bernard, merci Monsieur Robin Salcroix, et vous transmettrez les remerciements à Marie Lehoucq. Nous procédons donc à un jeu de chaises musicales. Merci de regagner la salle sous les applaudissements, quand même.